Bonjour à vous, pèlerins du web. Bienvenue dans cette série consacrée à la plus ancienne des histoires, celle de la Terre, bien avant l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. Cette vidéo est la première d'une playlist qui raconte pas à pas comment notre planète est née et comment la vie s'est préparée dans les profondeurs du temps avant la grande explosion du Cambrien. La période qui nous intéresse s'étend de moins 4,6 milliards d'années à moins 541 millions d'années, une durée vertigineuse que les géologues appellent le pré-cambrien. Pour nous repérer, nous ferons souvent référence à ce tableau chronologique. Il résume les principaux événements de cette longue aventure terrestre. L'histoire de la Terre est divisée en grandes périodes qu'on appelle éons. Un éon, c'est la plus vaste unité de temps géologique, des centaines de millions, parfois des milliards d'années. On en compte 4 au total, mais nous allons nous concentrer sur les 3 premiers, l'Adéen, l'Archéen et le Protérozoïque. Ensemble, ils forment le super-éon du Précambrien. Chacun de ces 3 éons raconte un acte de la grande pièce terrestre. L'Adéen, en référence au dieu grec des enfers, raconte comment la Terre s'est formée et comment elle a préparé le terrain pour l'apparition de la vie. L'Archéen nous plonge dans un monde sans oxygène, où émergent les toutes premières formes de vie primitive. Le protérozoïque voit apparaître les cellules capables de photosynthèse, la transformation de l'atmosphère, la naissance de la sexualité et enfin les premiers organismes pluricellulaires. Le quatrième éon, plus proche de nous, débute avec le Cambrien. C'est l'ère des poissons, des reptiles puis des mammifères. Nous l'aborderons à la fin de cette série. Mais pour l'heure, remontons aux origines, là où tout a commencé, aux âges du feu, de la pierre et du chaos primordial. Entrons ensemble dans la fabuleuse aventure de la Terre du Précambrien. Éon premier, l'Adéen, littéralement l'enfer. De manière plus prosaïque, c'est le temps où la Terre se forme avant la vie. Quelque part dans un bras de notre galaxie, après l'explosion d'une supernova, une immense nébuleuse se met à tournoyer. Des poussières, des roches, des gaz s'attirent les uns par les autres. La gravité les rassemble. Peu à peu, un disque se forme autour d'un cœur sombre, affamé. Ce cœur, c'est notre futur soleil. Il grossit, se contracte, s'échauffe jusqu'à s'enflammer. La fusion commence. L'univers vient d'allumer une nouvelle étoile. Le temps zéro de notre système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années. La fusion de l'hydrogène, l'élément numéro 1, peut se produire dès moins 259 degrés Celsius, mais pour qu'elle dure, il faut 3 conditions. Surmonter la barrière électrique entre les noyaux, maintenir une densité suffisante pour que les collisions soient fréquentes et contenir le tout assez longtemps. Dans une étoile, c'est la gravité qui s'en charge. Sur Terre, nous devons tricher avec des lasers ou des champs magnétiques d'une puissance démentielle. La fusion est exothermique, elle libère une énergie prodigieuse. La masse du produit final est légèrement inférieure à celle des noyaux fusionnés. Cette différence devient de la chaleur selon la célèbre équation E égale mc2. Un seul gramme d'hydrogène fusionné libère autant d'énergie que 8 tonnes de pétrole.
Sous cette puissance, les réactions s'enchaînent. Le Soleil forge des éléments toujours plus lourds jusqu'au fer, la frontière de la fusion stellaire. Et si notre Soleil brûle encore après 4,3 milliards d'années, c'est grâce à un miracle de lenteur nucléaire. Lorsque deux protons se rapprochent, l'un d'eux se transforme lentement en neutron. Un processus rare, presque timide, mais suffisant pour faire briller une étoile entière. L'énorme masse du Soleil gouverne encore les corps célestes du disque protoplanétaire. Il s'attire, s'entrechoque dans un chaos invraisemblable. Les moments cinétiques privilégient une distribution des corps qui se place petit à petit en regard de l'équateur solaire. Tout cela se fait dans le silence, car chacun sait que dans l'espace, personne ne nous entend crier. À la limite extérieure de la zone interne du disque, à partir de là où les éléments réfractaires comme le fer ou la silice sont absents, à 4 unités astronomiques du Soleil central, Jupiter est la première planète à se former. Jupiter amalgame les matériaux plus légers, hydrogène, hélium, eau, ammoniac, entre autres, qui habitent la zone externe beaucoup plus vaste, c'est pourquoi elle est gazeuse. Cette première planète a localement perturbé le disque protoplanétaire. Jupiter mérite bien son nom de roi des dieux, car elle est le maître d'œuvre du système planétaire tel qu'il apparaît aujourd'hui. 20 millions d'années plus tard, les orbites planétaires se stabilisent, mais sur ces autoroutes cosmiques, les collisions restent fréquentes. On assiste alors à des chocs de titans qui vont durer 180 millions d'années. La Lune se forme ainsi par un choc titanesque entre la Terre et un volumineux planétoïde dénommé Theia. La puissance thermodynamique de ce choc assèche la Terre qui perd toute son eau primitive, projetée dans l'espace par évaporation. Une grande partie de cette eau restera dans le champ gravitationnel terrestre et reviendra à proximité pour former une atmosphère chargée de vapeur d'eau et d'autres gaz à effet de serre. La pression atmosphérique est alors 200 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Il y a environ 4,4 milliards d'années, la Terre est stabilisée et différenciée. Mais si l'enfer a existé, c'est maintenant qu'il commence. La planète entière est recouverte d'un océan magmatique. Sous cette croûte en fusion, un cœur métallique brûle lentement. Ce n'est pas pour rien
que cet éon porte le nom du dieu grec des enfers, Hadès. Pendant les 400 millions d'années qui suivent, la Terre, confrontée au vide sidéral proche du zéro absolu, se refroidit lentement. Ce refroidissement condense les vapeurs d'eau et des pluies incessantes tombent sur la surface de magma en fusion. Peu à peu, une première croûte basaltique se forme. Sous le magma, un sous-manteau silicaté protège le noyau en fusion. Le fer, plus dense, s'enfonce vers le centre, tandis qu'à la surface se cristallisent les premiers minéraux, quartz, feldspath, mica et zircon AD1. Ces zircons, minuscules cristaux de pierre, sont les plus anciens témoins de notre planète. Ils conservent dans leur structure l'empreinte radioactive de leur naissance, véritables horloges du temps géologique. Mais la paix est de courte durée. Un phénomène cosmique imprévu va bouleverser le destin de la Terre. Entre moins 4,1 et moins 3,9 milliards d'années se produit le grand bombardement météoritique tardif. Une pluie d'astéroïdes s'abat sur la planète. Des blocs de glace venus des confins du système solaire explosent en touchant la surface brûlante, libérant d'immenses colonnes de vapeur d'eau. Cette vapeur s'accumule dans l'atmosphère et retombe ensuite en pluie diluvienne. Peu à peu, les océans se forment et la Terre se couvre d'une mince pellicule d'eau liquide. La présence d'eau dans le manteau assouplit la croûte. La tectonique des plaques démarre. Plus de zones de subduction, plus de fractures, plus de chaleur. Le monde se met à respirer. La Terre devient un organisme en mouvement. À la fin de cet éon, vers 3,9 milliards d'années, toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie sont réunies. Le premier éon a rempli son rôle, il peut tirer sa révérence et laisser place au second acte de l'histoire du monde. Éon deuxième, l'Archéen. La Terre a une jeunesse d'eau. 4 milliards d'années en arrière, l'océan occupe presque tout. Le Soleil, lui, plus faiblement. Mais le monde n'est pas gelé. Gaz à effet de serre, albédo plus sombre. La planète tient sa tiédeur envers et contre tout. Dans ces eaux minérales, la vie s'invente. Discrète, anaérobie, unicellulaire. Pas d'oxygène pour respirer. Pas encore. Un ancêtre commun émerge quelque part,
Lucas, déjà complexe, déjà héritier d'essais oubliés. L'archéen est une expansion. Bactéries et archées divergent. Au sein des archées, de lointaines Asgard préfigurent la naissance des eucaryotes. Plus tard, une alliance bactérienne qui donnera nos mitochondries. Puis vient la couleur. Vers 3,5 milliards d'années, des cyanobactéries captent la lumière. Elles empilent patiemment leurs dépôts, stromatolites, des cathédrales lentes, feuillet sur feuillet, comme si le temps lui-même apprenait à respirer. Le climat hésite, globalement chaud ou tempéré, mais vers 2,9 milliards d'années, un épisode de refroidissement, la glaciation de Pongola. Un rappel que la Terre sait aussi tirer le frein. Sous l'eau, la croûte s'épaissit, les premiers continents s'esquissent, encre précaire d'un futur qui n'existe pas encore. L'air au-dessus, azote dominant, dioxyde de carbone et méthane en artisan du climat. Peu d'ozone, donc peu de blindage UV. C'est la surface qui est une frontière. À la fin de l'Archéen, vers moins 2,5 milliards d'années, la table est dressée. Les cyanobactéries ont semé les mécanismes qui aboutiront plus tard à la grande oxydation. Alors commence l'éon suivant, le protérozoïque, quand l'oxygène cessera d'être un murmure pour devenir une atmosphère. Éon troisième, le protérozoïque, de moins 2,5 milliards d'années à moins 541 millions d'années, soit 2 milliards d'années de transition où la Terre apprend l'oxygène. Dès le Sidérien, l'océan grouille de cyanobactéries. Elles déchirent l'eau avec la lumière et libèrent de l'oxygène. Dans les mers, le fer dissous rouille en couches rubanées. Hématite, magnétite, les océans se clarifient. L'atmosphère commence à changer. Cette bascule n'est pas douce. L'Uronien apporte des glaces profondes, comme si la planète testait les limites de sa nouvelle chimie. Plus tard, les eucaryotes apparaissent, les cellules à noyau, plus vastes, plus modulaires. Leur histoire est une alliance. L'ancêtre eucaryote et une cyanobactérie passent un accord de profit mutuel. Une symbiose s'opère. C'est comme si la grosse cellule à noyau dit à la plus petite qui en est dépourvue. Viens en moi, je suis déjà fort occupé à ma structure et à ma réplication, et il m'est impossible d'atteindre la taille critique pour y arriver seul au risque de disparaître. J'ai besoin d'un fournisseur d'énergie, et tu as cette capacité. Viens en moi. Je t'offrirai toute la machinerie nécessaire pour ton évolution. Et dans mon cytoplasme, tu seras fourni en tout ce dont tu as besoin pour vivre et fonctionner. Tu garderas ta précieuse spécificité génétique et ton ADN ne sera jamais dénaturé par ma volonté. Nous sommes du vivant et n'avons, ni toi ni moi, la vocation à involuer ou disparaître. Qu'en penses-tu ? La bactérie ne prend pas le temps de réfléchir, tant cette philosophie du vivant est incontournable. La bactérie entre donc dans le cytoplasme de l'eucaryote et,
Selon que cette eucaryote aura l'ambition de devenir une plante ou un animal, la bactérie deviendra un chloroplaste ou une mitochondrie. La différence est que le chloroplaste a la merveilleuse ingéniosité d'avoir une vocation photosynthétique, ce qui rend la fleur autotrophe sur le plan énergétique. Alors que la mitochondrie se spécialise dans une production d'ATP qui décuple la puissance énergétique des cellules de la future faune. C'est ainsi qu'une scission majeure s'opère dans le vivant. La flore se tourne vers le soleil et s'enracine au sol, alors que la faune se spécialise vers la locomotion puisque, hétérotrophe, elle est chargée en permanence d'aller chercher sa nourriture. Malgré cette divergence politique, le vivant, dans son ensemble, gagne en ambition. Par un phénomène extraordinaire et somme toute assez logique, les cellules identiques se reconnaissent et ont tendance à s'agglomérer, préfigurant la venue d'organismes pluricellulaires, mais pour l'heure encore de type monomorphique. La spécialisation tissulaire arrivera à la fin de cet éon. Pendant que le vivant se pose toutes ces questions existentielles et stratégiques, la masse minérale qui compose le substrat terrien évolue. Les continents s'essaient à la cohésion. Au stade terrien, un premier supercontinent apparaît. Columbia prend forme. Il se fait et se défait. La planète pense en puzzle. Au mésoprotérozoïque, les cycles continuent. Calimien, Ectasien puis Sténien. Vers 1 milliard d'années naît Rodinia, le nouveau géant continental. Et là, un signe intime. Dans des roches du nord, une algue rouge, Bangiomorpha, laisse la trace d'une reproduction sexuée, l'invention d'un brassage fécond. Ouvrons une parenthèse pour introduire ici un phénomène qui va devenir majeur pour les reptiles de l'éon suivant. Il s'agit d'illustrer le mécanisme chimique par lequel l'invention des coquilles d'œufs vont favoriser les reptiles aux dépens des amphibiens. Nous verrons cela lorsque nous traiterons du phanérozoïque. La craie, le marbre, le corail, les coquilles des animaux marins, celles des escargots, toutes ces inventions dérivent du calcaire. Et l'atome nécessaire à cette production est le calcium. Mais par quel mécanisme chimique cela a-t-il démarré? Au milieu des mers, le CO2, au contact d'une molécule d'eau, va donner de l'acide carbonique. Dans un milieu oxydatif, l'acide carbonique lâche le proton d'un de ses atomes d'hydrogène et devient un anion bicarbonate. L'atome de calcium, lui aussi oxydé, perd les 2 électrons de sa troisième couche et devient un cation calcium bivalent. La proximité de ces 2 ions parfaitement de signe opposé provoque leur accouplement. Une molécule de carbonate de calcium est née. Ce phénomène est naturel à partir du moment où une solution aqueuse contenant gaz carbonique et calcium devient oxydative. Et c'est justement le cas lorsque la quantité d'oxygène produite par les chloroplastes devient critique. Puis vient le cryogénien. Rodinia se fissure et la glace descend vers l'équateur. 2 grandes prises de givre, sturtien puis marinoin. Presque une terre boule de neige. Sous la banquise, la vie tient, apprend les pénuries, reconfigure ses cycles. Les volcans sont toujours actifs et chargent l'air en dioxyde de carbone. L'effet de serre remonte le thermostat et la glace cède. À l'Édiacarien, la mer réapparaît en clair-obscur. Des organismes à corps mou se posent sur les sédiments. Frondes, disques, rubans, les premiers dessins sur du multicellulaire organisé. L'oxygène n'est plus un murmure, c'est un milieu.
Quand se ferme le Protérozoïque, les continents ont gagné en masse, l'atmosphère en souffle et la vie, une envie d'exploser.